Diriger l'Agence spatiale européenne, c'est prendre des décisions, lancer des missions sur Mars ou sur la Lune, construire de nouvelles fusées ou même prévoir des atterrissages sur des comètes. Mais cela implique aussi de prendre des décisions financières et stratégiques, des décisions difficiles. C'est le rôle de notre invité aujourd'hui, Jan Werner, directeur général de l'Agence spatiale européenne. Nous sommes au centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne. C'est ici que les astronautes s'entraînent avant de partir dans l'espace. Justement, quel est l'avenir de la Station spatiale internationale? Une des grandes questions du moment. Pour nous, c'est très clair. La station spatiale fonctionnera au moins jusqu'en 2024. Tous nos partenaires, que ce soit les Américains, les Russes, les Japonais ou les Canadiens, en ont décidé ainsi. Cela dépend désormais de nous, Européens, de confirmer cette date de 2024. Et j'espère que notre réunion des ministres des 22 États membres pourra confirmer cela. Et après 2024, que se passera-t-il alors? Personne ne le sait. Il y a quelques idées, notamment des Américains, qui souhaitent l'utiliser plus comme une station commerciale. Comme un hôtel spatial? Par exemple, mais pas seulement. Ce serait aussi pour un usage public dirigé par des entités commerciales. Parce que la microgravité est primordiale pour la recherche, en particulier pour les astronautes qui font de la recherche sur la santé, sur l'ostéoporose. Donc une entreprise pharmaceutique pourrait faire des expériences dans l'espace ou un constructeur automobile pourrait mener des études dans l'espace? Pourquoi pas? Nous sommes ouverts à tout cela. C'est ce que nous devons faire pour donner plus d'attrait à la Station spatiale internationale. Nous devons faciliter l'accès parce qu'aujourd'hui, cela prend trop de temps. Quelle sera la prochaine étape après l'ISS? Une fois que l'ISS aura une nouvelle vie, que ferons-nous? Quand vous avez pris vos fonctions, vous parliez beaucoup de la Lune, la NASA parlait beaucoup de Mars. Quelle est la prochaine étape selon vous? Oui, les Américains parlent de voyager sur Mars, de voyage sur Mars, et c'est une belle idée. Mais ils ne disent pas « nous irons sur Mars demain ». Ils parlent de voyage sur Mars, c'est différent. La différence est subtile en effet. Oui, il y a beaucoup d'étapes jusqu'à ce voyage sur Mars. La Lune est l'une d'entre elles. Et par conséquent, ce n'est pas contradictoire de ma part de plaider pour faire quelque chose sur la surface de la Lune. Disons que mon objectif est un petit peu plus proche dans le temps. Parlons des grands événements spatiaux qui ont eu lieu cette année. ExoMars est un exemple, Rosetta aussi. Rosetta, parlons-en, la mission arrive à son terme. Que ressentez-vous? Parce que c'était une aventure excitante, émouvante. Oui, évidemment, c'était une fascinante mission. Une mission de 10 ans dans un environnement très difficile. Sans aucun moyen, sans aucun endroit pour s'arrêter, pour faire le plein d'essence par exemple. Après 10 ans, atteindre la comète était déjà une grande réussite. Alors se poser sur la surface avec un petit atterrisseur comme Philae, c'était juste incroyable. Oui, c'était vraiment inspirant et motivant. Comment voyez-vous la suite? Rosetta était un peu un blockbuster hollywoodien, alors doit-on attendre un Rosetta 2? Nous avons des projets. Bien sûr, il y a la mission AIM que nous allons proposer à nos ministres et qui devrait nous permettre de voler vers la petite lune d'un astéroïde pour l'étudier, mais aussi pour tenter de la dévier de son orbite et ainsi préparer le futur de la Terre, dans le cas où un jour des astéroïdes menaceraient de s'écraser sur la surface de notre planète. C'est ce genre de mission que nous avons dans notre catalogue. Pour ExoMars, le bilan est plus mitigé. Ce n'est pas un franc succès comme Rosetta et Philae, bien que vous sembliez prétendre le contraire. Vous avez dit que c'était une réussite à 96%, mais quand on s'écrase sur Mars à plus de 300 km/h, cela ne ressemble pas vraiment à un succès. Je sais que l'on a une vision différente de l'extérieur, mais se poser sur Mars est vraiment très difficile. Alors oui, vous avez raison, ExoMars s'est écrasé. Mais l'avantage, c'est que nous avons pu récupérer toutes les données jusqu'au crash. Pour un scientifique, pour un ingénieur, c'est le plus important. Vous restez donc confiant à l'idée de rencontrer et de persuader les ministres à la fin du mois de signer un nouveau chèque? Nous essayons de les convaincre. Je suis personnellement convaincu que chercher la vie sur Mars en forant la surface est très intéressant, très inspirant. Mais bien sûr, cela coûte de l'argent. Nous avons besoin de fonds supplémentaires de la part des ministres. J'espère que nous pourrons les convaincre. Mais évidemment, ce sont eux qui décident. Abordons d'autres projets d'actualité. Ariane 6, le nouveau lanceur. Sommes-nous dans les temps? Respectons-nous le budget? Quand est prévu le premier lancement?
Nous avons étudié, revu l'ensemble du programme. C'était une condition pour avancer. Nous devions d'abord tout réexaminer. Et il ne s'agit pas seulement d'Ariane 6, mais aussi d'Ariane 64, 62, de versions d'Ariane 6 et de Vega C. Cet examen a été très profitable d'un point de vue technique. Il fallait ensuite certains accords entre certains des principaux pays participants. Premier lancement en 2020 2021, oui. Pour Vega C, ce sera encore plus tôt. Les premiers lancements auront lieu autour de cette date. Je suis certain que cette famille de lanceurs sera une famille très compétitive. Comment appréhendez-vous la concurrence de SpaceX? Dans le monde entier, il existe une compétition entre lanceurs. Et pour nous, c'est une chose très importante, oui. Mais c'est aussi une décision stratégique. Ce n'est pas seulement une question de compétition. C'est une décision stratégique d'avoir un accès autonome à l'espace, à partir de l'Europe. Avec Ariane 6, nous aurons 50% seulement du coût du lancement. C'est pourquoi c'est une étape si importante. Quel sera le coût si je veux envoyer mon satellite dans l'espace avec Ariane 6? Nous devons discuter de cela, mais si vous êtes un client normal, nous vous demanderons environ 70 millions d'euros. Mais peut-être que si vous nous offrez d'en acheter 10 ou quelque chose comme ça. On peut espérer un prix avantageux. Oui, nous pouvons l'envisager, ça dépend. Nous sommes ici au Centre européen des astronautes. Envisagez-vous de recruter de nouveaux astronautes? Si de jeunes Européens nous regardent, peuvent-ils rêver de devenir un astronaute européen ou n'avez-vous pas de projet de recrutement? C'est vraiment une question capitale. Si l'Europe veut avancer vers des vols habités, et je pense personnellement que nous le devrions, alors évidemment, nous allons avoir besoin prochainement d'une nouvelle génération d'astronautes. Mais nous devons être sûrs qu'il y aura des opportunités de voler. Et cela parce que nous n'avons pas notre propre capacité à faire voler des astronautes. Nous devons regarder à l'est et à l'ouest, et nous pouvons être passagers. Ou nous pouvons envoyer nos astronautes faire de la recherche et de la science dans l'espace. Donc cela dépend beaucoup de ce que pensent nos ministres du futur des vols spatiaux habités européens. Auriez-vous rêvé être astronaute? Ah, j'aurais adoré. Si vous m'offrez un vol demain, j'annule tous mes rendez-vous et je le fais immédiatement. Ian Werner, directeur général de l'Agence spatiale européenne, merci beaucoup d'avoir participé à The Global Conversation.